L'agence avait un code pour elle. Pas un code officiel, rien d'écrit dans un dossier ou imprimé sur un formulaire. Mais chaque infirmière, chaque coordinateur, chaque spécialiste des admissions qui y travaillait depuis plus de 3 mois savait exactement ce que ça voulait dire quand quelqu'un baissait la voix et disait «C'est le code du couloir». Ça voulait dire bonne chance. Ça voulait dire ne t'attache pas à la prime d'embauche. Ça voulait dire commence à répéter ton discours de démission avant même de sonner à la porte. Margaret Holloway avait renvoyé 23 aides-soignantes en 14 mois. 23. L'une d'entre elles a tenu 4 heures. Une autre a tenu jusqu'au 9e jour avant d'appeler l'agence en larmes depuis le parking d'une station-service, refusant de retourner dans la maison. Une infirmière à la retraite de Boston, une femme qui avait travaillé 22 ans en soins intensifs, qui avait tenu la main de patients mourants jusqu'à leur dernière heure, a tenu exactement une semaine avant d'envoyer une lettre manuscrite au directeur de l'agence qui disait simplement « Je suis trop vieille pour ça. S'il vous plaît, ne me contactez plus. » Margaret Holloway avait 52 ans. Elle était tétraplégique depuis 4 ans et elle était, à tout point de vue, la patiente la plus difficile de l'État du Connecticut. Elle n'avait pas toujours été comme ça. C'est ce qui rendait la situation plus triste et, d'une certaine manière, plus compliquée pour tous ceux qui découvraient son histoire. Car il y avait eu un avant, une Margaret avant l'accident. Une Margaret qui avait bâti un empire immobilier à partir d'une seule propriété héritée et d'une ambition féroce et implacable. Une Margaret qui avait organisé des dîners pour des sénateurs, qui avait couru 3 marathons avant son 40e anniversaire, qui avait un jour dansé la salsa lors d'un gala à Miami jusqu'à 2 heures du matin avec des talons rouges qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Cette Margaret avait disparu, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. L'accident est arrivé un mardi, ce qui lui a paru absurde plus tard. Les mardis ne sont pas censés changer une vie. Les mardis sont faits pour les listes de courses, les conférences téléphoniques et les emails qu'on oublie de renvoyer. Mais c'était un mardi après-midi de novembre, il y a 4 ans, quand un pick-up a grillé un feu rouge sur la route 44 et a percuté le côté conducteur de sa voiture à 60 miles par heure. Elle a survécu. Sa colonne vertébrale, non. Les premiers mois furent un enchaînement flou d'opérations, de centres de rééducation et d'une qualité de silence particulière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le silence d'un corps qui ne répond plus. Elle restait allongée dans son lit d'hôpital et essayait de bouger ses doigts, et rien ne se passait. Et elle essayait encore, et rien ne se passait, et elle continuait d'essayer chaque jour durant ces premières semaines, parce que personne n'avait encore complètement dit à son cerveau que la connexion était rompue, que les signaux patènes mais n'arrivaient nulle part, qu'elle envoyait des lettres à une ville qui n'existait plus. Son mari David était là au début, attentif, présent, effrayé, tout ce qu'un conjoint est censé être quand une crise survient. Il lui tenait la main, il parlait au médecin, il s'asseyait à côté de son lit avec son ordinateur portable ouvert en travaillant. Mais là, allongée sur son oreiller, elle le regardait et ressentait quelque chose comme de la gratitude. Puis vinrent les mois d'ajustement. Le fauteuil roulant, les modifications de leur maison à Greenwich, les rampes, les portes élargies, le lit d'hôpital qui a remplacé le très grand lit qu'ils avaient partagé pendant 19 ans, les aides qui allaient et venaient, la kinésithérapie qui promettait des progrès et apportait surtout de la douleur. Et David, lentement, de manière presque imperceptible, a commencé à disparaître. Pas d'un seul coup. Ça aurait été plus net, plus honnête. Il a disparu comme le brouillard disparaît. On ne remarque pas le moment exact où il s'en va. On lève juste les yeux un matin et on se rend compte que le paysage a changé et on ne se souvient plus quand c'est arrivé. Il voyageait plus pour le travail. Il a cessé de venir à ses rendez-vous chez le médecin. Il dînait au bureau. Il dormait dans la chambre d'amis, juste pour quelques nuits, disait-il, parce qu'elle avait besoin de repos et qu'il rentrait tard et ne voulait pas la réveiller. Quelques nuits sont devenues 2 semaines. 2 semaines sont devenues 1 mois. Elle ne lui a jamais demandé de revenir. Elle avait trop de fierté et trop de chagrin pour le demander. Il a demandé le divorce un mercredi de mars. 14 mois après l'accident, son avocat a envoyé les papiers. Il n'est même pas venu en personne. Margaret les a signés avec le stylet attaché à sa main et a senti quelque chose se calcifier dans sa poitrine. Une dernière partie tendre d'elle-même qui durcissait pour de bon. Si vous écoutez ceci en ce moment et que vous avez déjà été quitté par quelqu'un qui avait promis de rester,
Je veux que vous sachiez que ce que Margaret a ressenti à ce moment-là n'était pas seulement du chagrin. C'était de la dévastation particulière d'être abandonné, non pas pour qui vous êtes, mais pour ce qui est arrivé à votre corps, de comprendre que l'amour auquel vous croyez avait des conditions dont on ne vous avait jamais parlé. Ça change une personne. Ça l'a changé. La maison de Greenwich était trop grande pour une femme seule qui ne pouvait pas bouger ses propres bras. Elle avait 7 chambres, 4 salles de bain, une cuisine de chef et une bibliothèque avec des étagères allant du sol au plafond que Margaret ne pouvait plus atteindre. Le jardin dont elle s'était occupée pendant 15 ans est devenu sauvage, puis a été confié à une entreprise de paysagistes dont elle observait les employés par la fenêtre et dont elle n'a jamais appris les noms. Elle avait de l'argent, plus qu'elle n'en dépenserait jamais. Et elle avait son assistante qui coordonnait tout à distance. Et elle avait une troupe tournante d'aides-soignantes qui tenait en moyenne 3 semaines avant que l'expérience du couloir ne les brise. Parce que Margaret n'était pas seulement difficile. Elle s'était transformée en arme. Elle avait appris, quelque part dans l'architecture de son chagrin, que la colère était le seul pouvoir qui lui restait. Elle ne pouvait pas courir. Elle ne pouvait pas claquer les portes. Elle ne pouvait pas s'enfuir en voiture ou jeter des objets ou faire aucune des choses physiques que le chagrin recherche quand il n'a nulle part où aller. Mais elle pouvait parler. Et Dieu sait qu'elle savait parler. Des années de salles de conseil, de négociations et de tribunaux avaient fait de sa langue un instrument de précision. Et maintenant, elle le dirigeait contre tous ceux qui s'approchaient d'elle. Elle cataloguait les faiblesses, elle se souvenait de tout ce que n'importe qui lui disait dans un moment de relâchement et le classait pour un usage ultérieur. Elle avait fait pleurer une aide-soignante en commentant, sur un ton parfaitement mesuré, le classement médiocre de l'école d'infirmière de la femme. Elle avait un jour dicté un email à son assistante, car elle ne pouvait pas taper elle-même, qui avait abouti au dépôt d'une plainte officielle contre un kinésithérapeute dont le seul crime avait été de mal prononcer son nom de famille. Elle n'était pas fière de ces choses. Dans les heures calmes de la nuit, quand la maison était sombre et qu'elle ne pouvait pas dormir, le plafond était la seule chose qu'elle pouvait regarder sans tourner la tête. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait que c'était mal. Elle savait que c'était le chagrin qui parlait, la peur qui parlait, les 4 années d'isolement qui parlaient, mais savoir quelque chose et être capable de l'arrêter sont 2 problèmes entièrement différents. Et c'est ainsi que l'agence a appelé le dernier nom sur sa liste. Un nom qu'ils avaient failli ne pas ajouter, une femme recommandée par un petit réseau de santé communautaire d'immigrants, une femme sans diplôme officiel d'infirmière, une femme dont l'anglais, nota le coordinateur sur le formulaire d'admission, était fonctionnel mais limité. Son nom était Camila Santos. Elle avait 28 ans. Elle venait d'une petite ville appelée Capelinha, dans la région de la vallée du Jequitinhonha, dans le Minas Gerais, au Brésil. Elle était aux États-Unis depuis 14 mois avec un visa d'aide-soignante. Et avant le poste chez Holloway, elle avait travaillé avec un homme âgé nommé George Whitfield, qui souffrait de démence et qui l'avait appelée Maria chaque jour et qu'elle avait aimé sans réserve. Quoi qu'il en soit, elle est arrivée à la maison Holloway un jeudi matin de février avec une petite valise à roulettes bleu marine, un sac en toile rempli de collations brésiliennes qu'elle avait achetées dans un marché de Danbury, et une expression calme qui relevait soit d'un sang-froid professionnel extraordinaire, soit d'une incapacité totale à comprendre où elle mettait les pieds. Elle a sonné à la porte et a attendu. C'est le régisseur de la maison, un homme mince nommé Paul, qui a répondu. Il avait l'expression permanente de quelqu'un qui gère une catastrophe de faible intensité. Il a regardé Camila. Il a regardé sa valise. Il a regardé le sac en toile. « Vous êtes la nouvelle aide-soignante », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était un diagnostic. « Oui », dit Camila dans son anglais soigné et accentué. « Je suis Camila. Enchanté de vous rencontrer. » Paul a ouvert la porte plus grand et a reculé. « Elle sait déjà que vous venez, a-t-il dit. Elle a cherché l'agence sur Google et a trouvé leur dernière candidate. Elle s'est préparée. » Camila a hoché lentement la tête. « Se préparer comment? » Paul a réfléchi. « Tenez-vous prête. » Margaret était dans son bureau quand Camila est entrée. La pièce était impressionnante, même pour quelqu'un qui ne s'était jamais soucié des pièces impressionnantes. Des bibliothèques couvraient 2 murs. Une grande fenêtre donnait sur le jardin.
Un bureau en acajou derrière lequel Margaret ne pouvait plus s'asseoir trônait au centre, comme un monument à une vie antérieure. Elle était positionnée près de la fenêtre dans son fauteuil roulant motorisé, vêtue d'un pull en cachemire couleur ardoise. Ses cheveux sombres parsemés de mèches argentées étaient tirés en arrière avec une sévérité précise. Elle avait une belle ossature, du genre qui garde sa forme quoi qu'il arrive autour. Une mâchoire forte, des pommettes saillantes, des yeux sombres qui regardaient actuellement Camilla avec la vivacité particulière d'un joueur d'échecs étudiant un coup d'ouverture. Vous êtes plus jeune que ce à quoi je m'attendais, dit Margaret. Pas de salutation, pas de présentation, juste ça. Et vous, vous êtes exactement comme je m'y attendais, répondit Camilla en souriant. Il y eut une pause. Margaret cligna des yeux. Ce n'était apparemment pas la réponse à laquelle elle s'était préparée. Pardon? L'agence m'a un peu parlé de vous, dit Camilla, posant doucement son sac en toile près de la porte. Je ne suis pas surprise. C'est tout ce que je veux dire. Elle regarda autour d'elle. C'est une belle maison. C'est une prison, dit Margaret d'un ton sec. Oui, acquiesça Camilla, regardant toujours les étagères. Mais une belle prison. Une autre pause, plus longue cette fois. Vous êtes brésilienne, dit Margaret. Oui. Votre anglais est imparfait. Oui, dit encore Camilla, se tournant pour lui faire face maintenant. Mais je comprends tout, je le dis juste parfois mal. Elle pencha légèrement la tête. J'apprendrai, je le fais toujours. Margaret l'étudia un instant de plus, puis elle tourna son fauteuil roulant vers la fenêtre. Votre chambre est à l'étage. Paul vous montrera. Vous commencez à 6 heures du matin. Je dois être repositionné toutes les 2 heures pendant la nuit. Mon horaire de médicaments est sur la tablette à côté de mon lit. Je n'aime pas les conversations avant 9 heures du matin. Je n'aime pas que la télévision soit allumée pendant les repas. Et je n'apprécie pas. Elle marqua une pause pour insister. Les gens qui essaient de devenir amis avec moi. Camilla ramassa son sac en toile. D'accord, dit-elle. C'est tout ce que vous avez à dire. D'accord. Que devrais-je dire d'autre? Margaret la regarda vivement. La plupart des gens disent quelque chose, me rassurent qu'ils seront professionnels, promettent qu'ils respecteront mes limites. Camilla haussa légèrement les épaules. Je pense que les actes valent mieux que les promesses. Vous verrez par vous-même. Et sur ce, elle suivit Paul à l'étage. Margaret resta assise près de la fenêtre un long moment après son départ. Le jardin était calme et pâle dans la lumière de février. Elle ne sentait pas ses mains, mais elle imaginait pouvoir sentir autre chose. Un léger changement dans la température de la maison, une altération mineure dans l'air. Elle écarta cette pensée. Elle avait déjà écarté des choses comme ça auparavant. Elle lui donnait 2 semaines. Camilla a tenu plus de 2 semaines. Elle a tenu plus de 3 semaines, puis un mois, à travers des choses qui avaient fait fuir des femmes bien plus expérimentées. Elle a supporté les remarques acerbes sur son éducation, son accent, sa manière d'organiser le tiroir à médicaments. Elle se tenait dans la cuisine à minuit pour préparer la tisane spécifique de Margaret. En vrac, 4 minutes exactement, pas de miel, sans qu'on le lui demande, ayant appris le schéma de ce dont Margaret avait besoin avant même qu'elle ne sache qu'elle en avait besoin. Elle ne bronchait pas quand la voix de Margaret devenait froide. Elle ne se disputait pas. Elle ne pleurait pas, du moins pas là où Margaret pouvait la voir. Ce qu'elle faisait, c'était de prêter attention. Elle a remarqué que Margaret devenait plus agitée en fin d'après-midi, vers 16 heures, quand la lumière changeait et que la maison devenait silencieuse. Elle a remarqué que Margaret aimait la musique mais refusait de l'admettre. Que chaque fois que Camilla fredonnait quelque chose en faisant le ménage, la respiration de Margaret ralentissait. Elle a remarqué que les livres que Margaret demandait qu'on lui lise n'étaient jamais les plus prestigieux de l'étagère du haut, les prix littéraires et la philosophie, mais les livres de poche usés nichés dans les coins inférieurs, ceux au dos cassé et aux pages douces. Elle a remarqué que Margaret regardait les oiseaux dans le jardin avec une expression qu'elle ne se permettait que lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait, quelque chose qui s'apparentait à de la nostalgie. Et elle a remarqué autre chose, quelque chose qu'elle a pris soin de ne pas nommer trop vite. Margaret était seule d'une manière qui n'avait rien à voir avec le nombre de personnes autour d'elle. La première vraie conversation a eu lieu 6 semaines plus tard, à 2h17 du matin. Camilla l'a entendue avant d'être complètement réveillée.
une sorte de respiration saccadée provenant du babyphone qu'elle gardait près de son lit. Pas une urgence médicale. Elle avait appris à faire la différence. C'était de la panique. Du genre froid, interne, intraitable. Elle est descendue en chaussettes et dans sa chemise de nuit trop grande, un vêtement vert délavé avec un dessin de Pau de Queijo que son cousin lui avait envoyé du Brésil pour plaisanter, et a poussé la porte de la chambre de Margaret sans frapper, car frapper à 2 heures du matin semblait absurde. Margaret était réveillée, fixant le plafond, sa poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite. « Je n'ai besoin de rien », dit-elle immédiatement, ce qui signifiait qu'elle avait besoin de tout. Camilla n'a pas allumé la lumière. Elle a traversé la pièce et s'est assise dans le fauteuil près du lit. Pas le fauteuil clinique qu'elle utilisait parfois pour la surveillance, le fauteuil de lecture, le plus doux, plus près. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit, « Dites-moi ce qui s'est passé, je vais bien. Je sais que vous n'allez pas bien. Dites-le-moi quand même. » Un long silence du genre qui a du poids. « J'ai rêvé de mes mains, » dit finalement Margaret, sa voix dépouillée de son armure habituelle par l'obscurité et l'heure. « J'en rêve parfois. Je peux les sentir dans le rêve. Je suis en train de taper à la machine ou de jardiner. Je jardinais avant. » Elle s'arrêta. « Puis je me réveille. » Camilla ne dit rien. Elle comprenait que certaines douleurs ont juste besoin d'être reçues, pas réparées. « Ça fait 4 ans, » dit Margaret, presque pour elle-même. « On pourrait penser que le cerveau arrêterait de faire ça, arrêterait de rappeler au corps ce qu'il était. »« Peut-être que le cerveau ne veut pas que vous oubliez, » dit doucement Camilla. « Peut-être qu'il garde le souvenir pour vous. » Margaret tourna très lentement la tête pour la regarder. Dans la faible lumière du couloir, Camilla paraissait plus jeune qu'elle ne l'était et plus sérieuse. C'est soit très sage, soit très naïf. « Au Brésil, » dit Camilla, « nous disons saudade. C'est un sentiment que nous avons pour les choses qui nous manquent, les choses que nous aimons et qui ont disparu. Nous n'avons pas de mot en anglais, je crois. »« Non, » dit Margaret, « nous n'en avons pas. Nous gardons le sentiment quand même, parce que manquer quelque chose est aussi une façon de l'aimer. » La pièce était silencieuse. Dehors, une voiture passa sur la route lointaine. Le silence revint et s'installa différemment d'avant. « Asseyez-vous plus près, » dit finalement Margaret. Les mots semblaient lui coûter quelque chose, et Camilla déplaça le fauteuil. « Si vous avez déjà été réveillé à 2 heures du matin avec quelqu'un qui vous voit vraiment, pas la personne que vous jouez pour le monde, mais le vrai vous en dessous, alors vous savez ce qui s'est passé dans cette pièce au cours des semaines suivantes. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'un jour vous le vivrez, parce que c'est ce qui a commencé, lentement, à la manière particulière des choses vraies. » Camilla a commencé à rester pendant les épisodes nocturnes au lieu de se retirer une fois que Margaret s'était calmée. Elle parlait, pas toujours de choses importantes, parfois de rien, des oiseaux dans le jardin, d'une émission à la télévision, du temps qu'il faisait. Mais la conversation elle-même était la chose importante, le fait qu'elle ait lieu. Margaret a commencé à poser des questions. « Comment c'est là d'où vous venez? » C'était un mercredi soir, 3 semaines après la première conversation, et Camilla avait grimpé prudemment, sans en faire tout un plat, sur le bord du lit, assise sur les couvertures à l'autre bout, juste pour être à hauteur des yeux plutôt que de regarder vers le haut depuis le fauteuil. C'était moins clinique, plus comme 2 personnes. Camilla réfléchit un instant. « Petit, dit-elle, ma ville est très petite. On peut la traverser en 20 minutes. Il y a plus de vaches que de gens, je crois. » Elle sourit. « Le ciel est différent là-bas. Je ne sais pas comment expliquer. Ici, le ciel est grand, oui, mais il semble loin. À Capelinia, le ciel semble proche, comme si on pouvait le toucher. »« Ce n'est pas possible, » dit Margaret. « Le ciel est le ciel partout. »« Je sais, » dit Camilla. « Mais les sentiments ne sont pas toujours possibles, et ils arrivent quand même. » Margaret réfléchit à cela. « Que font les gens là-bas, dans votre ville? » « Ils cultivent des choses, font du fromage, élèvent des enfants. » Une pause. Ma grand-mère faisait le meilleur fromage de toute la vallée. Elle se levait à 4 heures du matin pour le faire. Je me levais parfois avec elle quand j'étais petite, juste pour m'asseoir dans la cuisine pendant qu'elle travaillait. Il faisait froid le matin, si froid, et elle mettait une cafetière sur le feu et nous nous asseyions ensemble, et elle me racontait des histoires de sa jeunesse. Quel genre d'histoire? L'expression de Camilla devint douce et chaleureuse. Des histoires d'amour surtout.
Elle a été mariée à mon grand-père pendant 51 ans. Elle disait que le secret était celui-ci. Elle leva un doigt. Ne tombe jamais amoureuse de qui est une personne maintenant. Tombe amoureuse de ce qu'elle est en train de devenir. Margaret resta silencieuse un moment. 51 ans. Oui, mon mariage a duré 22 ans. L'amertume dans sa voix était vieille, comme quelque chose qui avait fermenté longtemps. Et apparemment, il était conditionnel. C'est sa perte, dit simplement Camilla. Ne faites pas ça, moi. Ne soyez pas platitudineuse. Je ne connais pas ce mot. Ça veut dire, ne dites pas des choses juste pour que je me sente mieux. Camilla secoua la tête. Je le pense vraiment. C'est sa perte. Vous êtes... Elle chercha le mot. Formidable. Dur. Oui, mais je pense que vous êtes dur comme une coquillesse dure, parce que quelque chose à l'intérieur a besoin d'être protégé. Le silence qui suivit fut l'un de ces silences qui réorganisent les choses. Vous devriez dormir, dit finalement Margaret. Sa voix était différente, plus calme. Vous aussi, dit Camilla, et elle ne bougea pas. Et Margaret, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, ne discuta pas. Il se passe quelque chose quand une personne laisse une autre voir sa peur. Quelque chose d'irréversible et pas toujours confortable. Margaret a commencé à laisser tomber l'armure pendant leur conversation nocturne. Seulement à ce moment-là, pendant la journée, elle était toujours vive, toujours exigeante, toujours capable de faire en sorte qu'un livreur de course se sente véritablement évalué en tant qu'être humain. Mais la nuit, dans la démocratie particulière de l'obscurité et de l'épuisement, elle devenait quelqu'un d'autre, ou peut-être quelqu'un de plus ancien, quelqu'un qu'elle avait été avant de décider que la douceur était un handicap. Elle posait constamment des questions à Camilla sur le Brésil, sur la nourriture. Elle était particulièrement fascinée par la nourriture. Cette femme qui avait mangé dans des restaurants étoilés au Michelin dans 3 pays et qui avait un chef privé à sa disposition qui venait 3 fois par semaine. Elle écoutait avec une faim proche de la dévotion pendant que Camilla décrivait la feijoada, les haricots noirs mijotés avec des morceaux de porc, servis le samedi avec du riz, de la farofa et des oranges en tranches. Et la moqueca, le ragoût de poisson au lait de coco et à l'huile de dendé que sa mère préparait tous les vendredis. Et le brigadeiro, la truffe au chocolat qui, selon Camilla, était le remède à toutes les crises émotionnelles connues des femmes brésiliennes. « Je veux goûter ça, dit Margaret une nuit. Le brigadeiro. Je le ferai pour vous. Vous ne pouvez pas juste... On ne trouve pas d'huile de dendé dans le Connecticut. On peut tout trouver sur Amazon, dit Camilla, même dans le Connecticut. Margaret rit. C'était un son bref, qui lui avait échappé, et il sembla les surprendre toutes les deux. Comme un oiseau qui était resté si longtemps immobile qu'on avait oublié qu'il était vivant. Vous avez ri, dit doucement Camilla. Ne rendez pas ça bizarre, dit immédiatement Margaret, mais elle souriait presque et elle ne détourna pas le regard. Camilla a fait le brigadeiro. Elle a trouvé de l'huile de dendé importée, chère, et du vrai cacao en poudre et du lait concentré, et elle l'a préparé un dimanche après-midi pendant que Margaret regardait depuis le seuil de la cuisine. C'était la première fois que Margaret était dans la cuisine, vraiment dedans, pas seulement de passage depuis plus d'1 an. Ma mère dit que faire du brigadeiro, c'est comme faire l'amour, dit Camilla, en remuant lentement le mélange à feu doux. On ne peut pas le presser et il faut faire attention tout le temps, sinon ça brûle. Votre mère a l'air d'être tout un personnage, dit Margaret. Elle l'est, mais c'est la meilleure femme que je connaisse. Camilla leva brièvement les yeux. Elle a pleuré quand je suis parti pour l'Amérique. Toute ma famille est venue à l'aéroport. Mes cousins, mes tantes, ma grand-mère. Elle avait 81 ans et elle a fait le voyage de 4 heures en bus juste pour me voir partir. Sa voix était stable, mais quelque chose la traversa. Elle a pris mon visage dans ses mains et a dit « Philha, vas-y, ma fille, va découvrir ce que Dieu a pour toi. » La cuisine était silencieuse, à l'exception du son doux de la cuillère contre la casserole. « Pensez-vous que c'est ça ?» demanda Margaret. « Ce que Dieu avait pour vous ?» Camilla pencha la tête, réfléchissant. « Je pense que ça en fait partie, dit-elle. Je ne vois pas toujours l'image entière, mais je sais que je suis censé être ici. Même avec une patiente qui est, de la vie de tous, un cauchemar. »« Vous n'êtes pas un cauchemar, dit Camilla, sans lever les yeux de la casserole. «
Vous êtes une personne qui souffre et qui ne sait pas comment demander de l'aide. C'est différent. La cuillère continuait de bouger. Le chocolat s'épaississait lentement. Personne ne m'a jamais dit ça, dit Margaret. Sa voix était prudente, précise, comme si elle manipulait quelque chose de fragile. Camilla leva les yeux alors. Leurs regards se croisèrent à travers la cuisine. Alors il fallait que ce soit dit, dit-elle. Peut-être que vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier. Pas les circonstances spécifiques, le fauteuil roulant, le manoir, l'anglais avec un accent, mais quelque chose en dessous. Le sentiment de souffrir et de ne pas savoir comment demander de l'aide. Le sentiment d'être abandonné par quelqu'un qui aurait dû rester. La façon dont nous construisons parfois nos murs les plus durs autour de nos endroits les plus tendres. Si c'est vous, je vous vois. Et je pense que Margaret vous verrait aussi. Si cette histoire vous touche au plus profond de vous, laissez un commentaire ci-dessous et dites-le moi. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne car ce n'est que le début. Le printemps est arrivé sans demander la permission, comme il le fait toujours en Nouvelle-Angleterre. Hésitant au début, puis d'un seul coup. Le jardin devant la maison Holloway a commencé à se remettre de l'hiver et Camilla a commencé à passer une partie de ses après-midi dehors parce qu'elle avait remarqué que Margaret regardait par la fenêtre et elle avait une idée. Elle en a parlé à Paul avec précaution. « Pouvons-nous l'emmener dehors? » Paul avait l'air mal à l'aise. Elle n'est pas allée dans le jardin depuis, je ne sais même pas combien de temps. Elle le faisait de la première année, puis elle a arrêté. « Je pense qu'elle en a envie, dit Camilla. Elle ne sait juste pas comment le demander. » Elle sait comment demander, dit Paul. Elle est extrêmement douée pour demander, exiger et dicter. Elle sait comment exiger, acquiesça Camilla. Elle ne sait pas comment vouloir. Paul la regarda un long moment. Vous êtes différente, dit-il finalement, des autres. Je sais, dit Camilla sans fausse modestie. Pouvons-nous l'emmener dehors? Il a fallu 3 jours de négociations prudentes, non pas avec Paul, mais avec Margaret elle-même, qui avait 17 objections, chacune livrée avec la conviction de quelqu'un plaidant devant un tribunal. Le sol était inégal. La rampe était inadéquate. Il ferait trop froid. Les voisins pourraient la voir. Elle avait du travail à faire. L'air frais comme concept thérapeutique ne l'intéressait pas, et elle en voulait de l'insinuation. Camilla a écouté chaque objection attentivement, puis a dit « Les azalées sont en fleurs. Je les ai vues ce matin, et je sais que vous pouvez les voir de la fenêtre, mais ce n'est pas la même chose que d'être près d'elles. » Silence. « Comment savez-vous que je me soucie des azalées? » dit Margaret. « Parce que vous les regardez tous les matins, et quand elles n'étaient pas en fleurs en hiver, vous regardiez là où elles adoraient. » Le lendemain matin, Margaret a laissé Camilla l'emmener dehors. Elles y sont allées lentement. Le jardin était plus grand de l'intérieur que de derrière une vitre. Cette qualité particulière de l'espace que seuls les corps qui s'y déplacent peuvent connaître. L'air sentait la terre et l'herbe nouvelle, et la douceur particulière des fleurs d'azalée. Camilla a poussé le fauteuil roulant le long du chemin de pierre, sans se presser, sans rien dire. Margaret n'a rien dit non plus pendant un long moment. Puis elle a dit « J'ai planté celles-ci, les azalées, il y a 15 ans. Elles étaient minuscules quand je les ai mises en terre. » « Elles sont énormes maintenant, dit Camilla. J'ai aussi fait les roses, les grimpantes sur le mur est. » Sa voix faisait cette chose qu'elle faisait parfois quand quelque chose échappait à la gestion prudente de son expression. La chose qui sonnait moins comme Margaret Holloway, femme d'affaires, et plus comme une personne qui avait autrefois eu les mains dans la terre et connaissait le nom des choses. Je passais des week-ends entiers ici. David trouvait ça absurde. Il n'était pas du genre jardin. Il sortait avec un verre de vin, s'asseyait sur le banc et me regardait travailler en disant que je ressemblais à une paysanne. Une pause. J'adorais ça. Camilla s'accroupit à côté du fauteuil roulant, à hauteur des yeux, et regarda les roses sur le mur. « Au Brésil, dit-elle, tout le monde a quelque chose qu'il cultive, même en ville, quelque chose dans un pot sur un rebord de fenêtre. Ma grand-mère avait un jardin comme celui-ci, presque, plus petit, mais elle connaissait chaque plante par son nom. Elle leur parlait, elle sourit au souvenir. Ma mère disait toujours qu'elle était un peu folle. Elle ne l'était probablement pas, dit Margaret. Non, acquiesça Camilla, elle ne l'était probablement pas. Elles restèrent assises au soleil d'avril, toutes les deux,
entouré de choses qui poussaient, le brigadeiro est devenu un rituel. Chaque dimanche après-midi, Camilla cuisinait, Margaret regardait, et toutes les deux parlaient. C'était la chose la plus fiable de la maison. Plus fiable que le calendrier des médicaments. Plus fiable que la liste tournante des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et des orthophonistes. Plus fiable que tout. Camilla a apporté le Brésil dans ses après-midi comme on apporte des photos en voyage pour se souvenir, pour partager, pour réduire la distance. Elle a parlé à Margaret du carnaval de Belo Horizonte, où vivait son cousin, des blocos qui remplissaient les rues des semaines avant la date officielle, des cercles de tambours, des femmes dans les costumes les plus élaborés que Camilla ait jamais vus, de la joie particulière d'une foule qui s'est donné la permission d'être complètement vivante. Elle a décrit le Mercado Central de Belo Horizonte, les longs couloirs d'étal vendant des épices, des charcuteries, de la cachaça, de la dentelle faite à la main et tous les légumes du spectre du verre, et comment on pouvait y manger tout un après-midi et en ressortir satisfait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la faim. Elle a parlé de la vallée du Jequitinhonha, d'où elle venait, les Val do Jequitinhonha, la vallée de l'eau turquoise, l'une des régions les plus pauvres du Brésil et aussi l'une des plus riches artistiquement, célèbre pour ses figurines en céramique faites par des femmes artistes ou qui racontaient des histoires entières de la vie dans le sertão, l'intérieur aride. Elle en avait apporté une de chez elle, une petite femme en céramique portant une cruche d'eau sur la tête, peinte dans des tons de terre. Et un après-midi, elle l'a apportée dans la cuisine pour la montrer à Margaret. Margaret l'a regardée pendant un long moment. On dirait qu'elle a porté ça toute sa vie, dit-elle. C'est le cas, dit Camilla. C'est l'histoire. Les femmes de la vallée, elles marchaient de longues distances pour l'eau. Les artistes, elles ont fait leur art à ce sujet, sur ce qu'elles portaient. Est-elle heureuse? La figurine. Camilla l'étudia. Je pense qu'elle a un but. Elle sait pourquoi elle marche. Une longue pause. Je savais pourquoi je marchais avant, dit doucement Margaret. Camilla posa la femme en céramique sur le rebord de la fenêtre de la cuisine où elle est restée. La nuit s'étirait, les conversations s'approfondissaient. Un soir de mai, après un dîner que Camilla avait préparé, un haro comme feijoa, du riz et des haricots, si simple, si réconfortant que Margaret en avait redemandé, ce qui était sans précédent. Elles étaient dans ce salon, la télévision éteinte, les fenêtres ouvertes sur l'air chaud du printemps. Camilla lisait à haute voix un roman que Margaret avait choisi, l'un des livres de poche usés de l'étagère inférieure, une histoire d'amour des années 1970, du genre où les sentiments sont vastes et sans protection. Elle s'arrêta à un passage. Il la regarda comme il ne s'était jamais permis de regarder personne auparavant. Pas avec l'affection soigneusement gérée qu'il avait appris à considérer comme sûre, mais avec toute la vérité sans défense de son être. Camilla leva les yeux du livre. Margaret la regardait, pas de la manière dont Margaret regardait habituellement les choses, avec l'attention évaluatrice et catalogante de quelqu'un qui évalue un atout ou un risque. Différemment, avec quelque chose d'ouvert sur son visage que Camilla n'avait pas vu auparavant. Camilla baissa de nouveau les yeux sur le livre. Son cœur faisait quelque chose qu'elle n'a pas immédiatement identifié. « Continuez à lire, » dit Margaret. Sa voix était calme. Camilla continua à lire, mais quelque chose avait changé dans la pièce, et toutes les deux le sentaient, et aucune d'elles n'en parla encore. C'est le propre des sentiments qui arrivent quand on ne les cherche pas. Ils ne s'annoncent pas, ils ne viennent pas avec clarté, ni avertissement, ni la certitude confortable de savoir quoi faire. Ils viennent comme le printemps vient de Nouvelle-Angleterre, hésitant d'abord, puis d'un seul coup, et avant que vous ne sachiez ce qui s'est passé, vous êtes entouré de fleurs. Pour Camilla, c'est arrivé en une série de petits moments qu'elle ne s'est pas permis d'examiner de trop près. La façon dont elle regardait l'horloge quand l'heure de la séance de l'après-midi de Margaret approchait et réalisait qu'elle ne comptait pas les minutes à rebours, mais qu'elle les attendait avec impatience. La façon dont elle se surprenait à l'épicerie, pensant « Margaret aimerait ça », en voyant une meule de fromage vieillie particulièrement belle. La façon dont les heures de la nuit étaient devenues, de manière impossible, la partie de sa journée qu'elle attendait le plus. Pour Margaret, c'était plus difficile à suivre. Elle avait passé 4 ans à démanteler l'architecture de sa vie émotionnelle et n'était pas sûre de reconnaître une nouvelle construction si elle se tenait à l'intérieur.
Mais elle savait que sa poitrine se sentait différente quand Camilla entrait dans une pièce. Elle savait qu'elle avait commencé à remarquer des choses. Le bruit des pas de Camilla dans les escaliers, qui étaient plus légers que ceux de n'importe qui d'autre. La façon dont Camilla laissait toujours une lumière allumée dans le couloir parce qu'elle avait remarqué que l'obscurité totale rendait Margaret anxieuse, même si Margaret ne l'avait jamais dit. La façon dont les mains de Camilla bougeaient quand elle racontait des histoires, rapides et expressives, dessinant des formes dans l'air, dirigeant le récit. Elle avait des mains qui savaient comment vivre en elle. C'est ce que Margaret pensa plus d'une fois. Elle regardait les mains de Camilla et pensait à tout ce dont elles étaient incapables. Et puis elle pensait aux siennes, immobiles à ses côtés, et ressentait le vieux chagrin, mais différemment maintenant, moins comme un mur qui se refermait, et plus comme une fenêtre qui devait être ouverte. Le moment est arrivé un mardi. Bien sûr, c'était un mardi. C'était fin juin, une nuit chaude. Les fenêtres ouvertes. Le son des grillons dehors si dense qu'ils semblaient texturés. Elles étaient assises ensemble dans la chambre de Margaret, Camilla sur le bord du lit, Margaret dans son fauteuil tourné vers elle. Et Camilla décrivait une plage à Bahia où elle était allée une fois enfant, la couleur de l'eau qui, disait-elle, était comme une dispute entre le vert et le bleu où les deux camps gagnaient. Margaret riait, sincèrement, librement, le rire d'une personne qui a oublié qu'elle avait décidé de ne plus rire. Son visage à ce moment-là était transformé, plus jeune et plus lui-même. Ses angles vivants avec quelque chose qui avait été dormant si longtemps qu'il semblait extraordinaire de le voir bouger à nouveau. Camilla s'arrêta de parler juste un instant, juste pour regarder. « Quoi? » dit Margaret, le rire encore dans sa voix. « Rien, » dit Camilla. Et puis, parce qu'elle était une personne qui disait la vérité, « Vous êtes belle quand vous riez. » Le silence qui suivit était différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Margaret n'a pas dévié, n'a pas feint de l'offense, n'a pas cherché son armure. Elle regarda Camilla avec ses yeux sombres et attentifs et dit très doucement, « Personne ne m'a dit ça depuis très longtemps. » Alors ils ne faisaient pas attention, dit Camilla, et elle se pencha lentement, donnant tout le temps possible pour que cela soit arrêté, pour que la raison intervienne, pour que le million d'objections raisonnables s'affirment, et elle pressa ses lèvres très doucement contre celles de Margaret. Bref, prudent, vrai. Quand elle se retira, elle chercha sur le visage de Margaret des signes de dégâts, de l'armure qui se relevait, de la retraite. Ce qu'elle trouva à la place, c'était une femme les yeux fermés, respirant lentement, ressemblant à quelqu'un à qui on vient de donner de l'eau après très longtemps. « Camilla, » dit Margaret. Sa voix n'était pas sa voix habituelle. « Je sais, » dit Camilla. « Je sais que c'est compliqué. »« Ce n'est pas compliqué, » dit Margaret en ouvrant les yeux. « C'est la chose la moins compliquée qui me soit arrivée en 4 ans. Si vous écoutez et que votre cœur vienne de faire quelque chose d'inattendu, bienvenue à ce sentiment. Bienvenue à la partie de l'amour qui arrive au mauvais moment, dans le mauvais emballage, de la mauvaise direction, et qui s'avère être plus juste que tout ce que vous aviez prévu. Laissez un commentaire si vous êtes toujours là avec moi. Dites-moi d'où vous écoutez. Je veux savoir qui partage ça avec moi ce soir. Mais l'amour, comme quiconque y a survécu le sait, ne vit pas dans une bulle. La complication est arrivée, comme les complications ont tendance à le faire par une porte qu'elle n'avait aucune raison d'ouvrir. La fille de Margaret, Carolyn, avait 31 ans, vivait à Manhattan et avait avec sa mère la relation particulière que des années de distance émotionnelle et un divorce qu'elle reprochait en partie à la personnalité difficile de Margaret avaient produit. Elle venait à Greenwich une fois par mois pour des déjeuners dominicaux qui étaient moins des visites que des obligations, pleins de pauses tendues et de sujets soigneusement choisis. Elle est venue en juillet et a trouvé sa mère dans le jardin. Cela seul a suffi à l'arrêter aux portes-fenêtres, saisie par la vue. Margaret n'avait pas été dans le jardin depuis aussi longtemps que Carolyn pouvait s'en souvenir. Mais elle était là, dans la lumière de fin d'après-midi, son fauteuil roulant sur le chemin de pierre, et Camilla était accroupie à côté d'elle, examinant quelque chose dans le parterre de fleurs, toutes deux penchées l'une vers l'autre. Camilla disait quelque chose qui fit pencher la tête de Margaret avec ce qui était indubitablement de l'amusement. Carolyn a regardé un instant. Elle ne savait pas comment classer cela. Le déjeuner fut tendu, de la manière spécifique des gens qui ont vu quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à interpréter. Carolyn a posé des questions polies sur les progrès de la kinésithérapie.
Margaret y a répondu avec une précision laconique. Camilla a servi la nourriture et a été remerciée avec le genre de politesse soignée qui signifie le contraire. Après, quand Camilla s'est éloignée, Caroline a dit « Elle semble très impliquée dans votre vie. » C'est mon aide-soignante, dit Margaret. Elle semble être plus que ça. Le silence qui s'ensuivit fut l'un des plus honnêtes, du genre qui ne prend pas la peine de mentir. Caroline, elle a 28 ans, dit Caroline Hesbomon. Et elle vient d'un autre pays. Maman, elle a une situation de visa. Elle a... Arrête! La voix de Margaret était contrôlée, mais quelque chose en dessous ne l'était pas. J'ai 52 ans. J'ai passé 4 ans à être géré, surveillé et traité par des gens qui étaient payés pour s'occuper de moi. Je te demande de ne pas réduire cela à une situation de visa. Qu'est-ce que c'est alors? Margaret regarda par la fenêtre le jardin où Camilla était allée pour leur laisser de l'intimité. Elle pouvait voir le haut de la tête de Camilla près des azalées. C'est la première chose en 4 ans qui m'a fait me sentir comme une personne, dit-elle, et je ne vais pas m'en excuser. Caroline a passé des appels. L'agence a été contactée. Il y a eu des conversations formelles et bureaucratiques sur les limites professionnelles appropriées entre l'aide-soignante et la patiente. Le directeur de l'agence, un homme prudent et peu enclin au conflit nommé Arthur, s'est rendu à Greenwich et s'est assis dans le salon avec l'expression de quelqu'un qui désamorce quelque chose d'explosif. Camilla était assise en face de lui, les mains sur les genoux et le dos droit. La préoccupation, dit Arthur prudemment, concerne l'éthique professionnelle. Nous avons des directives sur les relations entre les aides-soignants et les clients. Je connais les directives, dit Camilla. Alors vous comprenez. Je comprends que les directives existent pour protéger le patient contre les abus. Elle le regarda droit dans les yeux. Margaret n'est pas victime d'abus. Elle est aimée. Ce sont des choses très différentes. La position de l'agence... Quelle est la position de Margaret? Demanda Camilla. Lui avez-vous demandé? Une pause. Ils ne lui avaient pas vraiment demandé. Ils avaient demandé à Caroline. Ils avaient consulté les directives. Ils avaient discuté de la responsabilité avec le conseiller juridique de l'agence. Je pense, dit Camilla, que vous devriez demander à Margaret. Margaret, quand on lui a demandé, a été claire. Elle a parlé pendant 11 minutes à Arthur, à ses préoccupations et à ses directives, et elle a été spécifique, précise et a utilisé le genre de langage que 20 ans de salle de conseil et d'avocat produisent chez une personne. Et quand elle a eu fini, Arthur est resté silencieux un moment, puis a dit qu'il devrait parler à son conseil d'administration. « Parlez à qui vous voulez, dit Margaret. Mais je vous rappelle que je suis une cliente privée qui paie les tarifs de votre agence sans négociation et que j'ai le droit de déterminer les conditions de mes propres soins. Et je vous rappelle en outre que je n'ai jamais, en 4 ans, eu une aide-soignante qui soit restée plus de 6 semaines. » Elle marqua une pause. « Camilla est ici depuis 5 mois. Quoi qu'elle fasse, ça marche et je n'ai pas l'intention d'y mettre fin. » Après le départ d'Arthur, Margaret est restée silencieuse un long moment. Camilla est venue s'asseoir à côté d'elle. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit Camilla. « Si je l'étais, dit Margaret. » Elle regarda ses mains toujours immobiles. Puis elle leva les yeux. « J'ai passé les 4 dernières années à être en colère que David soit parti. Je l'ai passé à être en colère contre tous ceux qui s'approchaient de moi et tous ceux qui ne le faisaient pas, et contre tout ce qui s'est passé. » Elle marqua une pause. « Je ne veux plus passer mon temps à être en colère. Pas quand je pourrais le passer sur ça. » Camilla sentit quelque chose la traverser qu'elle avait appris à reconnaître maintenant. Elle tendit la main et toucha doucement le côté du visage de Margaret. De la même manière que sa grand-mère avait touché le sien à l'aéroport des années auparavant, avant qu'elle ne traverse un océan. « Ma grand-mère m'a dit Camilla, quand j'ai quitté le Brésil, elle a dit « Va découvrir ce que Dieu a pour toi. » Et l'as-tu fait? Camilla la regarda. « Oui, dit-elle, je crois que oui. Ils n'ont pas tout résolu cet été-là. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Pas dans les histoires qui valent la peine d'être racontées, et certainement pas dans la vie. Il y a eu des jours difficiles. Il y a eu des jours où la douleur de Margaret était physique, et sa frustration a trouvé des cibles qu'elle n'aurait pas dû. Et Camilla a dû faire preuve de la grâce particulière d'aimer quelqu'un dans ses pires jours. Il y a eu des jours où le Brésil manquait à Camilla avec une force qui la surprenait. La cuisine de sa grand-mère,
le rire de sa mère et la lumière particulière de l'après-midi du Valdo Jequitinhonha, tombant sur la terre rouge de chez elle, lui manquaient. Un de ces jours, elle l'a dit à Margaret. Ça me manque, dit-elle simplement un soir de septembre, alors que les feuilles commençaient à tourner à l'extérieur de la fenêtre. Plus que je ne le dis d'habitude. Alors nous irons, dit Margaret. Camilla la regarda. Vous ne pouvez pas. La logistique de voyage pour eux est considérable. Oui, j'ai une équipe de personnes qui gèrent une logistique considérable. Margaret la regarda fixement. Je veux voir d'où tu viens. Je veux voir l'endroit qui t'a fait comme tu es. Je veux voir la maison de ta grand-mère et le carrelage où elle faisait du fromage à 4 heures du matin et le ciel dont tu m'as dit qu'il semblait proche. Elle marqua une pause. Dis-moi que tu ne veux pas me le montrer. Les yeux de Camilla brillaient d'une manière qu'elle n'essayait pas de gérer. Je veux tout te montrer, dit-elle. La planification a pris 3 mois. L'équipe de Margaret l'a gérée avec la précision logistique d'une opération militaire. Hébergement accessible, autorisation médicale, un véhicule adapté arrangé par un contact à Belo Horizonte, toutes les complications que la nouvelle géographie du corps exigeait. Camilla a appelé sa mère une semaine avant, et la conversation a duré 2 heures et s'est terminée avec sa mère pleurant de joie, assez fort pour que Margaret, assise à proximité, puisse l'entendre à travers le téléphone et comprendre sans traduction. Ils sont partis un mercredi de décembre. Margaret n'avait pas pris l'avion depuis avant l'accident. L'aéroport, le processus, les systèmes, les indignités nécessaires de voyager avec un fauteuil roulant à travers une infrastructure non conçue pour cela, c'était vraiment difficile. Il y a eu des moments où la mâchoire de Margaret était si serrée que Camilla pouvait le voir depuis le siège à côté d'elle. Des moments où l'humiliation particulière d'être déplacée, soulevée et gérée dans des espaces publics a touché une corde sensible. Camilla a soutenu son regard pendant ces moments, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus utile, de la solidarité. Le regard qui dit « Je te vois, tu n'es pas diminué, nous sommes toujours nous ». Au moment où l'avion a atteint son altitude de croisière et que les lumières de la côte est ont disparu en dessous, la respiration de Margaret s'était apaisée. « Raconte-moi quelque chose sur l'endroit où nous allons, dit-elle. Alors Camilla lui a parlé de la Serra do Cipó, la chaîne de montagnes au nord-est de Belo Horizonte, où les paysages ressemblent à des peintures que vous n'avez pas encore vues. Des cascades que les habitants connaissent par leur nom, chacune avec son propre caractère. Certaines tonitruantes et dramatiques, d'autres si douces qu'elles semblent privées. De la route qui serpente depuis les hauts plateaux jusqu'à sa vallée, où la lumière de fin d'après-midi colore tout de la couleur du miel. Margaret écoutait les yeux fermés, la tête renversée en arrière, avec l'expression qu'elle s'était permise plus souvent ces derniers temps. Celle qui ne jouait aucun rôle pour personne. Celle qui était juste Margaret. « Je peux le voir, dit-elle. Tu le verras pour de vrai, dit Camilla. Dans 14 heures. La vallée a dépassé la description. C'est toujours le cas quand quelqu'un aime l'endroit qu'il décrit. Ils sont arrivés à la maison familiale de Camilla, une maison peinte en blanc avec un portail bleu et un jardin avant plein d'arbres fruitiers en fin d'après-midi le jour suivant. La mère de Camilla attendait au portail avant que la voiture ne s'arrête, ce qui était exactement ce que Camilla avait dit à Margaret qu'elle ferait. C'était une femme robuste et chaleureuse de 55 ans, avec les yeux de Camilla, et elle est venue du côté passager du véhicule adapté avant que la porte ne soit complètement ouverte, et a parlé un torrent de portugais que Camilla a traduit en temps réel, la voix légèrement prise. Elle dit « Bienvenue dans notre maison ». Elle dit qu'elle se prépare depuis mardi. Elle dit... Camilla s'arrêta. « Quoi? » dit Margaret. Ouais. Elle dit... Toute personne que ma fille aime, je l'aime aussi. Le silence qui suivit fut du genre confortable. Dis-lui, dit Margaret prudemment, que je comprends pourquoi Camilla est comme elle est. La mère de Camilla a écouté la traduction, puis a souri si largement que cela a réarrangé tout son visage, a passé la main par la fenêtre et a pris la main de Margaret. La main qui ne pouvait pas la sentir et l'a tenue quand même. La grand-mère avait 92 ans. Elle était petite et avait les yeux vifs. Elle était assise sur une chaise dans la cuisine pendant que Camilla cuisinait, la même chaise qu'elle occupait depuis des décennies, et elle regardait Margaret avec ses yeux brillants et parlait. Et Camilla traduisait. « Je veux savoir si vous aimez le fromage. »
Beaucoup, dit Margaret. La vieille femme hocha la tête comme si cela réglait quelque chose. Plus tard, elle dit, par l'intermédiaire de Camilla, dans ce relais de langue qui était sa propre forme d'intimité, qu'elle avait su que sa petite fille cherchait quelque chose quand elle était partie pour l'Amérique. Même si Camilla ne le savait pas elle-même. Elle avait prié pour cela. Elle a dit qu'elle avait demandé ce qu'elle demandait toujours pour tous ceux qu'elle aimait. Alguien de verdade, quelqu'un qui vous voit vraiment. Elle pense, dit Camilla, traduisant soigneusement, que nous nous voyons vraiment. Margaret regarda la vieille femme. C'est le cas, dit-elle. La grand-mère parla de nouveau. Elle dit bien, dit Camilla. C'est tout, juste bien. Elles sont restées 2 semaines. Margaret a mangé des choses qu'elle n'avait jamais goûtées. Feijoa tropeiro, carne de sol, dulce de leite, préparé à l'ancienne, à feu doux. Le brigadeiro fait par la mère de Camilla dans la même cuisine où Camilla avait appris à le faire. Et elle a tout aimé avec l'enthousiasme de quelqu'un pour qui la nourriture avait été une catégorie de consommation et n'était devenue que récemment une catégorie de joie. Elle a vu les azalées du jardin de quelqu'un d'autre, des variétés différentes, et a reconnu leur cousine. Elle s'est assise à l'ombre des arbres fruitiers les après-midi et a écouté les bruits d'un foyer brésilien qui s'animait autour d'elle. Les voix, la radio et la musique domestique particulière d'une famille à l'aise dans son propre espace, et a ressenti, a-t-elle dit tranquillement à Camilla un soir, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Comme quoi? Demanda Camilla. Comme si j'étais à l'intérieur de quelque chose, dit Margaret. Pas à l'extérieur en train de regarder. Comme si j'étais tenue. Camilla la regarda avec tout ce qu'elle avait. Tu l'es, dit-elle. Tu l'es depuis un moment. Tu apprenais juste à te laisser le sentir. Si vous êtes toujours avec moi en ce moment, et je crois que vous l'êtes parce que cette histoire a trouvé son chemin vers exactement les personnes qu'elle était censée trouver, je veux vous dire quelque chose directement. Il n'y a pas de limite d'âge pour se découvrir. Il n'y a pas de date d'expiration pour l'amour. Il n'y a pas de moment trop tard pour regarder sa vie et dire « Cette partie de moi attendait, je veux la libérer ». Margaret Holloway a passé 4 ans à construire des murs parce que le monde a brisé sa confiance d'une manière qui semblait impardonnable. Et une femme petite, patiente et pleine d'histoires sur le fromage, les cascades et la couleur du ciel à l'intérieur du Brésil, a refusé d'être tenue à l'écart de ces murs. Pas par la force, juste par la constance, en prenant soin pour de vrai, sans condition, sans stratégie de sortie. C'est ce qui a brisé les murs à la fin. Pas le drame, pas la crise, juste le fait de se présenter et de rester. Si quelqu'un est resté pour vous, dites-lui aujourd'hui que vous le voyez. Si vous êtes la personne qui est restée, j'espère que quelqu'un vous dira ce que cela a signifié. Et si vous cherchez encore l'un ou l'autre, n'abandonnez pas. Elles sont retournées dans le Connecticut en janvier, et la maison de Greenwich était différente quand elles y sont retournées. Pas physiquement, les mêmes 7 chambres, le même jardin, les mêmes bibliothèques dans le bureau, mais la qualité de l'air était différente. De la même manière qu'une pièce change lorsque les meubles sont déplacés. Rien que l'on puisse pointer directement, juste un réarrangement de poids et de lumière. Caroline a appelé le premier week-end de leur retour. La conversation était prudente des 2 côtés. Le genre de prudence qui vient après que 2 personnes se sont dit des choses difficiles et décident encore quoi en faire. Mais c'était une conversation, pas une déclaration livrée par des avocats, et c'était déjà quelque chose. Elle a l'air bien, dit finalement Caroline à contre-cœur. Ma mère, elle a l'air différente. J'ai regardé les vidéos qu'elle a envoyées du Brésil. Elle était très heureuse là-bas. Elle l'était, dit Camilla, qui avait répondu au téléphone parce que Margaret le lui avait demandé. Une longue pause. Je veux. Caroline commença, s'arrêta, essaya de nouveau. Je veux essayer avec ça. Je ne comprends pas complètement, mais je veux essayer. C'est le début, dit Camilla. Essayer, c'est le début. Ce qui s'est passé après fut plus calme, comme le sont souvent les meilleures parties de la vie. Margaret a commencé lentement, avec de nombreuses objections soulevées et finalement écartées, le processus de retrouver quelque chose qu'elle avait abandonné. L'investissement dans l'avenir, non pas comme un concept commercial, mais comme un concept personnel. Elle a recommencé à participer à ses propres décisions médicales au lieu de s'y conformer. Elle a engagé un nouvel ergothérapeute qu'elle a choisi elle-même à partir de recherches qu'elle a dirigées
qui l'a aidé à trouver de nouvelles voies pour l'autonomie dans un corps qui ne bougerait plus jamais comme elle le lui avait demandé autrefois. Lentement, elle a réappris à vouloir des choses, à les planifier. Camilla a commencé à étudier pour sa certification d'assistante infirmière certifiée. Elle étudiait la nuit, parfois à la table de la cuisine, et Margaret l'écoutait prononcer la terminologie médicale en anglais avec un accent et corrigeait sa prononciation avec la précision de quelqu'un pour qui la langue était un outil de pouvoir, et Camilla répétait, et elles finissaient toutes les deux par rire plus souvent qu'à leur tour. La femme en céramique de la grand-mère est restée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, la cruche d'eau sur la tête, la longue marche devant elle, le visage déterminé. Camilla l'a prise en photo un matin dans la lumière du début du printemps et l'a envoyée à sa grand-mère au Brésil. Le message qu'elle a écrit en dessous disait « Vou, ou encontrei onde estou indo? Grand-mère, j'ai trouvé où je vais. » Sa grand-mère a répondu par un seul message vocal. 92 ans et elle avait appris les messages vocaux. C'était juste elle, riant doucement. Le rire satisfait de quelqu'un dont la prière a été exaucée sous la forme spécifique qu'elle n'avait pas osé imaginer, mais qu'elle avait su demander. Au premier anniversaire du mardi de juin où tout a changé, car c'était devenu leur mardi particulier, celui qui comptait plus que le catastrophique d'il y a 4 ans. Camilla a apporté le brigadero dans la chambre de Margaret. Pas d'occasion spéciale, pas de cérémonie, juste le rituel. Le lait concentré, le chocolat, le remuage patient et les petites sphères parfaites roulées dans la poudre de chocolat et posées sur l'assiette entre elles. Margaret les regarda un moment. « Raconte-moi quelque chose, dit-elle. « Quoi? » « Quelque chose sur le Brésil, quelque chose que je ne sais pas encore. » Camilla y réfléchit, mangeant un brigadero, pensant à la cuisine de sa grand-mère, au portail de sa mère et à la lumière de l'après-midi couleur miel du Val do Jequitinhonha. « Dans la ville de ma grand-mère, dit-elle, quand quelqu'un construit une nouvelle maison, tous les voisins viennent t'aider. Ça s'appelle un mutiro. Tout le monde apporte quelque chose, ses mains, ses outils, de la nourriture, et la maison est construite ensemble. Et la famille qui emménage, elle dit que la maison est forte parce qu'elle est faite du travail de plus d'une personne. » Margaret resta silencieuse un moment. « C'est ce que c'est, ça, dit-elle. Puis, très doucement, « N'est-ce que pas? » Camilla la regarda par-dessus l'assiette de brigaderos, dans la lumière du matin printanier, dans la maison du Connecticut qui devenait lentement autre chose qu'une prison. « Oui, dit-elle, c'est ce que c'est. Et si vous vous demandez ce qui leur est arrivé après ça, je vous dirai ce que je crois et ce que les meilleures histoires nous enseignent. Elles ont continué à construire. Jour après jour, difficulté après difficulté, mardi après mardi. Parce que l'amour qui est réel n'est pas une arrivée, c'est une pratique. C'est le choix quotidien de se présenter et de rester. De garder la veilleuse allumée, de remuer le chocolat avec patience, de pousser le fauteuil roulant dans le jardin et de s'arrêter près des azalées. Margaret n'a jamais retrouvé l'usage de ses mains. Le corps ne coopère pas toujours avec les changements pour lesquels nous sommes prêts à l'intérieur de nous-mêmes. Mais elle a découvert, progressivement et imparfaitement, qu'il y avait d'autres façons de tenir quelqu'un, d'autres façons d'atteindre. Et Camilla, qui avait traversé un océan à la recherche de quelque chose dont elle n'avait pas le nom, l'a trouvé dans une maison en pierre de taille dans le Connecticut, dans les bras d'une femme qui avait construit des murs si hauts qu'il fallait une échelle pour voir par-dessus, et qui s'est avérée, une fois à l'intérieur, avoir le paysage intérieur le plus extraordinaire et le plus discrètement entretenu que Camilla ait jamais vu. Va découvrir ce que Dieu a pour toi. Elle l'a fait. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, avec Margaret, avec Camilla, sa grand-mère, sa mère et tout son monde magnifique et compliqué. Si cette histoire vous a ému, si une partie vous a semblé vraie, vous a appartenu, vous a semblé être quelque chose que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires. Je lis chaque mot que vous y écrivez, chaque mot, et je veux savoir quelle partie est restée avec vous. Quel moment avez-vous ressenti dans votre poitrine? Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, restez. Il y a tellement d'autres histoires d'où celle-ci vient. Des histoires d'amour qui arrivent trop tard et s'avèrent être exactement la leur. Des histoires de femmes qui se sont choisies, qui se sont trouvées, qui ont construit des choses à partir de ce qui restait et partagé celle-ci avec quelqu'un qui en a besoin.
Vous savez probablement exactement de qui il s'agit. Jusqu'à la prochaine fois, où que vous écoutiez ce soir, j'espère que vous